Amis de Seneweb, bonjour. Merci de nous retrouver pour votre émission Ganu Seneweb qui reçoit aujourd'hui M. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. M. Sonko, bonjour. Bonjour, M. Thiam. Vous avez créé votre parti en janvier 2014. Ça fait juste un an. Comment vous appréciez l'évolution que vous avez connue jusqu'ici? La question que vous posez est très importante pour nous parce que, effectivement, la création du parti était un challenge pour des gens qui étaient de parfaits anonymes politiques jusqu'au moment où on crée le parti. J'ai tendance à dire que traditionnellement, dans ce pays, le processus de formation des partis, c'est des gens qui ont été dans des formations politiques, qui ont cheminé jusqu'à exercer des responsabilités à la fois dans la formation politique comme dans l'appareil étatique, donc ce qui leur a donné une notoriété nationale. Et lorsque ces gens-là sortent pour des raisons qui peuvent être très, très diverses, pour créer leur propre formation politique, ils ont déjà une certaine notoriété, ils sont connus. C'est le cas de Macky Sall, de Idrissa Seck, de Moustapha Niasse, Djiboka avant, etc. Nous avions fait le pari de partir de zéro, du néant, pour créer une formation politique et de se battre pour se faire connaître des Sénégalais, mais surtout, parce que les personnes ne sont pas importantes en ce qui nous concerne, faire connaître aux Sénégalais notre discours et notre vision. En une année, une bonne partie du chemin a été fait, puisque nous avons pu, grâce justement à la pénétration médiatique, nous adresser aux Sénégalais, être présents sur les plateaux les plus relevés, présenter une vision et un discours aux Sénégalais. Nous avons commencé à sillonner le territoire national pour implanter les comités départementaux. Et globalement, nous considérons que notre discours est très bien apprécié, très bien accueilli par les Sénégalais qui nous ont suivis dans nos différentes sorties. Et il n'est qu'à juger du niveau d'adhésion et de sympathie qui sont manifestés pour considérer qu'en tout cas, nous considérons que nous sommes sur une très bonne voie pour un jeune parti. Qu'est-ce que vous pensez apporter de nouveau qui n'existait pas au plan politique? Cette pléthore de partis politiques dont on parle, pour moi, est un faux débat. Je me suis procuré le listing, le répertoire du ministère de l'Intérieur. En tout cas, jusqu'au moment où je l'avais, c'était 230 partis légalement reconnus au Sénégal. Et je me suis livré à un exercice d'ailleurs. J'ai regardé un certain nombre de partis, j'ai essayé d'appeler, les numéros de téléphone n'existaient pas. J'ai pris un coursier à qui j'ai donné le carburant pour lui dire, j'ai pris 4 ou 5 partis, j'ai dit, allez voir au niveau des adresses. Et c'était parfaitement inconnu. Le problème des partis politiques au Sénégal, la floraison des partis politiques au Sénégal, il y a eu un parti unique, le Parti socialiste, jusqu'à 1974, ouverture avec le PDS qui est arrivé, ainsi de suite. En 2000, lorsque le président Blair est arrivé au pouvoir, on avait 42 partis au Sénégal. Donc ça veut dire qu'on a eu presque plus de 200 partis, un peu moins de 200 partis entre 2000 et 2015. Qu'est-ce qui justifie ça? La manière dont la politique est faite au Sénégal. Pour des politiciens professionnels qui ne comptent que sur la politique pour vivre. Et puisque l'argent a fini par occuper une place exagérée dans la politique, beaucoup de gens ont considéré que réunir 2 pelés, 3 tondus, créer un parti politique, faire un peu de chantage ou alors aller s'arrimer à une soi-disant coalition pour après pouvoir avoir une petite sucette à l'Assemblée nationale ou PCA par-ci par-là, des gens qui n'avaient par ailleurs aucune profession. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que les formations dites classiques, les grandes formations, n'obéissent à aucune règle de démocratie interne. Vous allez voir des gens qui sont là depuis ma naissance et qui sont toujours là et qui refusent l'évolution ou l'éclosion de talents au sein de ces formations politiques-là. Ce qui fait que d'autres acteurs qui n'ont aucune préoccupation alimentaire quand ils s'engagent en politique ne se sont pas vus dans ces cadres-là et ont préféré cheminer, etc. Maintenant, il y a aussi le fond. Ça, c'est des questions formelles, mais le fond. Aujourd'hui, moi, je considère que la classe politique, dite traditionnelle, les grandes formations politiques, font partie tous d'un seul et même système. Et ce système-là, c'est un système, pour nous, qui traîne 2 faiblesses fondamentales. 1, ce n'est pas des patriotes. 2, il ne soucie pas de la souveraineté du Sénégal. Et je peux le démontrer à travers un certain nombre d'éléments, notamment aujourd'hui, les derniers développements, par exemple, sur les APE. Vous n'entendez personne dans la classe politique se prononcer. Et on a appris que le président Macky Sall est allé signer ces APE-là. C'est peut-être un manque de maîtrise au niveau technique de ce dossier-là. Quand quelqu'un s'engage en politique
tu ne peux plus avoir comme excuse de ne pas maîtriser les questions de politique publique. La politique, c'est la connaissance, la maîtrise par essence de l'État et de ses différentes... la défense de la cité, comme on dit. Mais bien sûr, mais justement, c'est parce qu'on a tellement dévoyé la politique dans ce pays que dans chaque chapelle politique, c'est ceux qui ont excuse-moi du terme, les plus grosses langues, les aboyeurs qu'on voit partout. Inviter ces gens-là à venir débattre avec nous sur l'agriculture, sur le PSE, sur les accords de partenariat économique, sur la gestion de nos ressources minérales, ils ne viendront pas. Et pourtant, ils sont tout le temps dans les médias en train de polluer l'atmosphère. Et c'est pour ça que nous disons, il est impossible aujourd'hui, pour des jeunes de notre génération, qui veulent s'engager dans la politique et qui sont conscients de pouvoir porter un changement, d'aller le faire dans ces cadres politiques-là. Ça justifie la création d'une formation politique. Indépendamment de ça, je dis, parce que ça nous permet de rebondir sur un débat qu'on susurre depuis quelque temps sur la rationalisation des partis politiques, mais il n'est qu'à respecter la législation actuelle. Quel parti politique au Sénégal dépose son bilan au ministère de l'Intérieur à la fin de l'année? Quel parti politique dépose un état détaillé du financement de sa campagne électorale? Aucun parti ne le fait. Personne ne peut savoir d'où est-ce que... Regardez le président Macky Sall, les moyens qu'il a déployés lors de la dernière campagne. Mais c'est extraordinaire. Et personne ne peut vous dire d'où est-ce que cet argent provient. Donc, il n'est qu'à respecter la législation actuelle pour aujourd'hui régler la question des partis politiques. Vous voulez prôner une nouvelle façon de faire la politique carrément bien évidemment, nous disons tout le temps. Hier, j'ai reçu ici dans cette salle des étudiants, plus d'une trentaine d'étudiants. Et le discours qu'on leur tient, c'est le discours que nous tenons quand nous allons à Mbour, à Saint-Louis, à Kaolack. Nous disons aux gens, écoutez, ce n'est pas pour rien que notre parti s'appelle Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le terme patriotisme est extrêmement important dans tout ce que nous faisons. Nous ne sommes pas engagés en politique pour des questions de réalisation sociale personnelle. Non. Et tous ceux qui devront s'engager avec nous doivent le comprendre dès maintenant. Fondamentalement, en termes moral, éthique, le grand combat qu'il faudra mener dans ce pays-là, qui n'est pas simple malheureusement, mais c'est un combat qu'il faut mener. Parce que il y a une interaction extrêmement négative entre la manière dont on pratique la politique et la manière dont on gouverne. Et il faut que le citoyen lambda puisse être amené à comprendre cela. Certainement, il y a une évolution dans le discours, parce qu'il y a 25 ans peut-être, le Sénégalais disait, politicien, vous m'avez dit que maintenant, ils disent mais c'est une évolution. Mais il faut aller à l'étape supérieure. Que les gens comprennent que c'est l'argent du pays. Parce qu'il n'y a aucun homme politique de ce pays qui soit né avec une cuillerée d'argent. Ils sont tous nés dans des familles modestes. Et c'est au contact de l'État qu'ils sont tous devenus milliardaires. Après, ils ne travaillent plus. Ils mènent grand train de vie. Ils voyagent en première classe. Ils ont un personnel de maison extraordinaire et ils peuvent sortir des milliards pour une campagne électorale. Je le dis haut et fort, c'est avec l'argent du pays qui aurait dû construire nos infrastructures. Et puisque cet argent a été détourné pour autre chose, on va à Paris après pour emprunter 2700 milliards que nos petits-enfants vont payer après. Pour nous, le schéma de développement du Sénégal est biaisé depuis l'indépendance. Avec une petite lumière 1960-62 et on le doit à Moudia. On sait où ça a fini parce que la France-Afrique ne pouvait pas laisser faire. Après, on est revenu avec le même système. Comment voulez-vous bâtir un pays? Si nous voulons avoir un schéma de développement, on ne peut pas regarder l'Europe ou les États-Unis qui sont développés depuis le XVIIe siècle. Révolution industrielle, traite négrière, colonisation, etc. Regardons les 50 dernières années, les 30 dernières années, les États qui ont fait des bons. C'est la Corée, c'est la Turquie, c'est le Brésil, c'est la Chine, etc. Tous ces pays ont appliqué le même schéma de développement. Nous appliquons le contraire. Premièrement, ils disent nous ne pouvons pas avoir une économie très faible. Aucune de nos filières n'est structurée, ni l'agriculture, ni l'industrie, ni rien. Et vous nous demandez d'ouvrir nos frontières, de désarmer, de faire un désarmement tarifaire. Premièrement, je protège mon économie. Macky Sall vient de signer les APE, on ouvre nos frontières. Pensez-vous que l'agriculteur sénégalais, le paysan sénégalais
l'industriel sénégalais, etc., peuvent compétir avec les industriels allemands ou français, etc. A priori, non. Certainement. Et deuxièmement, on travaille à créer une bourgeoisie industrielle à l'interne. Ablaye a essayé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une bourgeoisie comprador. J'achète des engins, je revends, je prends ma marge ou ma commission. Ça ne développe pas une économie. Vous créez une bourgeoisie industrielle pour avoir des secteurs forts, dans des secteurs où vous pouvez performer. Vous les créez. Et ça travaille à générer des emplois, mais surtout à travailler à ce qu'on appelle la substitution des importations. Commencer à produire beaucoup de choses dont on a besoin à l'interne. À partir de ce moment, on peut s'orienter vers la seconde phase, la substitution des exportations. Et ça n'a pas été fait. C'est le contraire qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi tout ce qu'on fait, 80% de nos secteurs bancaires est détenu par des banques françaises et marocaines. Ces gens-là, si vous voulez saboter notre économie, demain, ils le font. Quand on veut faire quelque chose, vous prenez l'ancien garage pompier, vous prenez des entreprises marocaines. Vous n'allez pas me dire que nous ne pouvons pas construire quand même. La SICAP, la SNHLM, qui sont là depuis les indépendances, détenues à 90% par l'État. Les entreprises de promotion immobilière privée qui pullulent au Sénégal, qui n'accèdent pas à la terre. Vous allez prendre des entreprises étrangères, vous leur donnez tous les marchés. Quand vous voulez construire une autoroute, vous prenez une entreprise chinoise pour lui donner Thiès Touba. Vous n'imposez pas de faire une jointe venture avec des entreprises sénégalaises. Même la salade qu'ils vont consommer, ils importent ça de Chine. Comment voulez-vous qu'on se développe et comment voulez-vous qu'il y ait transfert de technologie vers les entreprises sénégalaises? Et c'est quelque part la meilleure manière de tuer carrément les privés nationaux. Bien sûr, parce qu'on va s'endetter chez ces gens-là, on revient leur donner les marchés, ils transfèrent les gains chez eux. Qu'est-ce qu'on a gagné? Une infrastructure qui certainement peut-être n'était même pas une priorité. Et ces questions-là sont fondamentales. La souveraineté jusqu'à présent, comment 55 ans après pouvons-nous continuer à parler de franc CFA? Où on arrive notre monnaie à l'euro, ce qui nous donne une monnaie très forte qui ne reflète pas notre économie et qui nous rend non compétitifs à l'exportation. Mais ça, c'est un combat que le Sénégal seul ne peut pas gagner. Je dis, nous, notre logique, c'est que si le Sénégal ne peut pas le gagner dans le cadre de l'Union, le Sénégal devra prendre ses responsabilités pour le faire seul. L'histoire du PSE est un peu avant elle, le programme Yoonu Yokkute autour duquel le président Macky Sall avait fait sa campagne électorale. On donnait l'impression qu'il voulait mettre en place un système de gouvernance plutôt tout économique. Mais apparemment, vous doutez de l'efficacité de tous ces programmes qu'on essaie de nous vendre. Il n'y a rien de plus facile que de faire un programme. Encore que le PSE est une reproduction presque à l'identique de la stratégie de croissance accélérée. Vous allez voir les mêmes objectifs en taux de croissance, les mêmes graphes pratiquement, etc. Maintenant, on a changé quelques intitulés. Quelle est la différence entre le PSE et la SNDS qui l'a précédé d'1 an? La Stratégie nationale de développement économique et social. Qui l'a précédé d'1 an. C'est exactement les mêmes documents. Et pourtant, ils sont allés dépenser 3 milliards dans un cabinet étranger. Et tout le monde sait que le PSE a été élaboré ici par des experts sénégalais. Moi, je parle des fondamentaux, je ne parle pas d'un programme. Quand bien même on réaliserait le PSE, on l'appelle Plan Sénégal émergent, c'est un leurre. Quand bien même on réaliserait toutes les mesures contenues dans le PSE, le Sénégal ne sera pas un pays émergent. Le Sénégal est un pays pauvre, très endetté. Nous, on est immergés, on est dans les profondeurs. On a besoin de remonter un tout petit peu, mais on ne sera même pas à la surface. Et ça, le PSE ne peut pas le permettre? Non, le PSE ne peut pas le permettre, évidemment. Le PSE est en train de régler encore, essayer de régler des questions d'autosuffisance alimentaire. Donc, on ne peut pas parler Encore que les fondamentaux, en matière économique, énormément de fondamentaux ne sont pas abordés. Vous savez, tous les pays émergents ont en commun un certain nombre de choses. J'en ai abordé certains tantôt. Mais prenons par exemple le coût de la vie. Quand vous voyez le classement des 50 pays où le coût de la vie est le plus abordable, c'est le PSE. On a parlé du Doing Business. Ils ont fait tout un raffut en disant que le Sénégal a gagné des points dans le Doing Business. Mais on a perdu des points essentiels sur un certain nombre d'aspects parce que vous savez, c'est un package. Mais accès à l'énergie, on a perdu 3 points. Accès à l'énergie. Comment voulez-vous qu'un investisseur vienne investir s'il est sûr qu'il n'accédera pas à l'énergie correctement? Le PSE, c'est encore un leurre avec beaucoup de tintamarre, mais qui aura cette conséquence négative que lorsque on aura accordé au Sénégal
tout ce qu'il est allé chercher en Chine, au niveau des fonds arabes et au niveau du club de Paris, on atteindra le seuil historique de plus de 10 000 milliards de dettes. Vous auriez pu, comme vous le disiez tout à l'heure, gérer votre carrière en bon fonctionnaire. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? C'est de la frustration ou c'est quoi? Je ne suis pas frustré parce que j'ai reçu toutes sortes de propositions et je continue à en recevoir. 2008, nous avons créé notre syndicat en 2005. Je venais de faire 4 ans d'exercice. En 2008, j'ai reçu une proposition pour être nommé directeur. Je venais de faire 8 ans. Je n'étais même pas encore inspecteur principal. J'ai décliné parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu dans l'administration pour ces questions-là. Et tous ceux qui sont avec nous dans l'administration savent que ça ne m'intéresse pas. Si ça m'intéressait aujourd'hui, j'aurais été plus que directeur ou même directeur général. J'ai reçu toutes sortes d'offres, je n'ai pas besoin de les étaler ici. Je suis fier de ce que je suis et que je dois à mon effort. Je suis inspecteur des impôts et domaines. Ça, c'est par mes études, la réussite à un concours sélectif, un stage, une titularisation. Je n'ai pas besoin d'un décret le mercredi qui me nomme directeur et qui peut être rapporté le mercredi qui suit. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Merci beaucoup, M. Sonko, C'est moi qui vous d'avoir été notre invité sur Ganu Seneweb.